Bonjour et merci de nous rejoindre sur cette table ronde qui porte sur la reconversion professionnelle. Alors, confinement, licenciement, la crise sanitaire qui a bouleversé nos modes de vie est l'occasion pour beaucoup d'entre vous d'envisager de changer de profession. Comment se faire accompagner dans son projet de reconversion? Quelles aides peut-on mobiliser? On en parle dans quelques instants avec nos intervenants que je vais vous présenter dans quelques secondes. Alors, Catherine Frade, bonjour. Bonjour Khadija. Donc vous êtes Ouais. psychologue, oui, alors psychologue holistique, psychopathologue du travail, docteur en pharmacie et donc vous avez monté une structure, hein, donc un cabinet qui s'appelle Steliax. Alors vous êtes accompagné de Christophe. Je vais laisser à Christophe peut-être le soin de se présenter très succinctement. Bonjour Christophe Borel, je suis directeur financier en transition professionnelle actuellement. Très bien, donc en plein dans cette thématique, effectivement. Christine Bouvier, bonjour. Bonjour. Donc, Oui, merci de nous rejoindre ce matin. Donc vous êtes consultant développement professionnel, donc au centre APEC de Montpellier. C'est bien ça? voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, et on accompagne énormément dans ces phases de transition hein, à l'APEC, et donc ça va être le sujet que l'on va soulever aujourd'hui. Merci Christine. Et enfin, last but not least, Benjamin Burneau. Bonjour Benjamin. Bonjour Khadija. Donc vous êtes consultant Transition Pro Hauts-de-France. C'est ça, consultant sur le dispositif Transco aujourd'hui, Transition collective au sein de Transition Pro de France. Parfait. On a une belle représentativité, on est un peu dans toutes les régions. Donc, ça nous permettra d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe un peu sur le territoire. Et encore une fois, voilà, on va essayer d'apporter un éclairage justement à nos internautes hein, qui sont dans une démarche peut-être de reconversion engagée, peut-être pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette réflexion et de finaliser ce projet de vie qui va impacter de toute façon la vie professionnelle, mais aussi la vie familiale parfois de personnes en reconversion. Alors, moi, ce que je voudrais déjà, on va planter le décor, quelques éléments de contexte. Quand on parle de reconversion, concrètement, on parle de quoi? Quand est-ce qu'il faut faire une reconversion? Alors, je vais vous laisser justement à chacun le soin de parler de cette thématique et puis surtout de mettre en perspective pardon, ce sujet de reconversion. On va commencer peut-être par Christine et puis ensuite Catherine, honneur aux dames, et puis Benjamin et Christophe. Allez-y, Christine. Oui, donc la reconversion, je dirais qu'il n'y a pas d'âge, hein, c'est un sujet qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont envie de prendre en compte. Donc il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Donc nous, on a en effet des situations où on va avoir des personnes qui peuvent être dans la trentaine, comme des personnes donc, qui seront dans la cinquantaine. Donc aujourd'hui, la reconversion a toujours été un sujet que l'on a accompagné à l'APEC. On voit qu'en effet, avec la crise sanitaire, les personnes ont envie de se recentrer un peu sur l'essentiel. Ils ont découvert des nouvelles modes aussi, des modalités de travail, donc ils ont peut-être pu prendre un peu plus soin d'eux. Et donc, c'est un petit peu re-questionner, en fin de compte, le sens que l'on trouve dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle et cette envie de mieux articuler les deux. Donc la reconversion, en fin de compte, est un sujet vaste. Il faut aussi que le principe soit réaliste, hein. Donc, on peut avoir en effet des envies. On n'aura aucun a priori sur les envies. Le tout, c'est par rapport à un diagnostic de situation. Qu'est-ce qui déclenche aussi l'envie de reconversion? Qu'est-ce qui sera faisable et réalisable? Et en matière aussi de formation, puisqu'une reconversion va souvent impliquer un projet de formation, de pouvoir donc accompagner dans toutes ces étapes. Mais j'ai envie de dire, quand on a cette envie de reconversion, c'est pas pour rien. Donc il y a déjà un questionnement de fond, il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en mutation, mais le mieux, c'est aussi d'être accompagné parce que c'est toujours très difficile d'être seul. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas se sentir, il faut oser, hein. Dès qu'on a cette envie, il faut oser, il faut rencontrer donc un consultant, une consultante pour parler de ce projet. Et de toute manière, on aura toujours ce regard aussi, ce principe de réalité qui se confortera et qui confortera le projet ou non. Donc, on a des projets de reconversion qui, quelquefois, vont se mettre en place rapidement. Des fois, ils peuvent être ajournés. Des fois, en effet, c'est une envie de changement d'environnement, mais peut-être pas de reconversion spécifiquement. En tout cas, il est important de poser le diagnostic et il est important donc qu'on revienne aussi sur l'origine de ce changement et après que l'on puisse aussi évaluer quels sont les différents leviers pour y arriver.
Je suis un petit peu globale, générale. Peut-être qu'après, je pourrais être plus précise, mais je veux laisser quand même la parole aux autres. Très bien, merci Christine. Juste un point de détail, rapidement. Vous avez effectivement souligné le fait qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, c'est-à-dire qu'on peut très bien être considéré comme senior et envisager un projet de reconversion. Oui, tout à fait. Un cas très concret actuellement. Donc, une personne, j'ai toujours du mal à donner des catégorisations senior, pas senior. On va dire, voilà, en effet, quelqu'un qui est aujourd'hui plus dans la catégorie, allez, allons-y, des seniors, qui travaille dans le monde des assurances et qui aujourd'hui est en voie de se reconvertir sur le métier d'infirmier. Donc, on parlera aussi que la reconversion, il y a ce qu'on va appeler les métiers en tension, c'est-à-dire que le principe de réalité est important aussi dans la reconversion. Mais donc là, voilà un cas très concret d'une personne qui va se reconvertir donc sur le métier d'infirmier et qui venait des assurances. D'accord, donc effectivement dans tous les secteurs. Catherine, alors ce projet de reconversion, on l'a dit, ça permet de marquer un temps d'arrêt, de réfléchir à un projet, ce que soulignait Christine Bouillet. Tout à fait. Alors, du coup, là, on a eu tous un temps d'arrêt forcé l'an dernier, ce qui, je pense, a dû accélérer la réflexion globale, nationale, voire internationale d'ailleurs peut-être, sur est-ce que je suis dans le bon poste, est-ce que c'est ça que je veux faire toute ma vie. Plus on voit que le monde change avec toutes ces histoires de digitalisation, de travail à distance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas forcément pensé à la reconversion et qui sont contraints d'y penser. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec Christine, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai fait la mienne, j'avais 36 ans, donc il y a un moment. J'ai 55 ans, voilà, autant le dire. C'est pas la peine de calculer. Donc, j'étais docteur en pharmacie, je suis psychologue du travail maintenant avec le grand bonheur. Donc, j'ai repris 5 ans d'études que j'ai fait en 4 ans. Et ce que j'ai compris, en fait, et comment j'accompagne mes clients particuliers ou entreprises, c'est que finalement, si on est dans sa raison d'être, sur son chemin de vie professionnel et personnel d'ailleurs, tout roule. La vie est un long fleuve tranquille pour parler d'un film bien connu. Et quand on commence à avoir des blocages, des schémas de répétition, on change de situation, on croit changer de personne, mais la situation se répète, c'est qu'en fait, ça vient de nous. Il y a quelque chose chez nous qui l'attire. Et si on persévère, on devient stressé, fatigué, et puis des symptômes physiques, psychiques, aigus, puis chroniques, et voire pire. Et burn-out, évidemment, ce qui est aussi une de mes spécialités. Donc, pourquoi attendre d'être malade pour se reconvertir, en fait, et pour se demander si on est dans la bonne vie. Voilà. Je pourrais en dire plus, mais pareil, je laisse la parole à Mama. Oui, à vous écouter, Catherine, c'est presque salutaire finalement, cette reconversion dans certaines situations. Oui, tout à fait. Très bien, merci. Benjamin Burnot, et puis après on reviendra justement sur les outils et on reviendra sur cette notion d'accompagnement. Alors vous représentez les uns les autres justement des structures qui accompagnent justement dans le cadre d'un projet de reconversion. Avec Christophe, on aura une illustration parfaite d'un projet de reconversion. On va justement poursuivre avec vous, Benjamin, sur cette notion justement de reconversion professionnelle, d'âge peut-être, voilà. Oui, alors pour nous, il n'y a pas d'âge non plus. Il y a une situation quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, Transition Pro, vous nous avez connus sous le nom de FONGESIF. On est maintenant présent sur le territoire national et on va s'occuper des salariés en CDI, des salariés en CDD, des intermittents du spectacle ou des intérimaires. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, au cours d'une vie professionnelle qui est accélérée par la crise économique sanitaire, mais aussi par les mutations économiques de nos entreprises, les salariés vont être amenés à repenser, à revoir leur vie professionnelle et donc à changer de métier. Et oui, certains métiers vont malheureusement disparaître ou alors tendre à se réduire et d'autres vont émerger, vont se créer. Et donc, la question des compétences, de l'employabilité, des capacités d'apprentissage, de formation, tout au long de la vie, sont devenues des données maîtresses sur le marché du travail. Et c'est en cela que Transition Pro, réseau national, va pouvoir répondre à cette réalité socio-économique du territoire. Alors, nous, sur l'ensemble du territoire national et moi, rattaché au territoire Hauts-de-France, on va permettre aux salariés de mettre en place leur projet, de se réaliser à travers différents dispositifs
Nous gérons 5 dispositifs actuellement. Le dispositif CLEA, qui est un diplôme qui va attester de compétences et de connaissances dans les 7 domaines clés. On pourra y revenir si vous le souhaitez par la suite. Le dispositif VAE, qui est valider une expérience professionnelle par une certification, un diplôme, un titre. Le dispositif démissionnaire, qui est tout nouveau, qui permettra pour les salariés uniquement en CDI sous certaines conditions. Alors, c'est 5 années d'ancienneté dans les 60 derniers mois, pardon, de pouvoir prétendre à un projet de création d'entreprise, de reprise d'entreprise ou encore de formation en vue d'une reconversion. Le dispositif phare à Transition Pro de France, qui est le PTP, le projet de transition professionnelle, qu'on a aussi connu sous le nom du CIF à l'époque. Donc, le PTP, projet de transition professionnelle, qui va permettre à tout salarié de mobiliser une action de formation permettant la reconversion sur les métiers porteurs, les métiers en tension, dont a parlé tout à l'heure Christine également. Et donc, un dispositif sécurisant parce qu'il va permettre le maintien du salaire du salarié, la prise en charge du coût de la formation et de ses frais annexes sous certaines conditions. Donc, c'est en ça que ça va permettre aux bénéficiaires de se lancer aussi plus en sécurité dans ce projet. Et puis enfin, le tout dernier, transition collective, nouveauté, puisque jusqu'à présent, c'était le salarié qui pouvait venir vers nous pour mettre en place son projet à travers les dispositifs gérés. Mais aujourd'hui, c'est l'employeur qui va pouvoir nous solliciter par rapport aux mutations économiques qu'il va subir, par rapport aux difficultés qu'il peut rencontrer. Il va pouvoir proposer ce dispositif à ses salariés pour actionner une formation pouvant aller jusqu'à 2 ans. Très bien, merci pour cette présentation. On viendra en détail justement sur certains de ces dispositifs. Alors avant, j'aimerais qu'on ait une illustration d'un projet de reconversion. À quel moment, là vous l'avez dit, finalement à n'importe quel moment de sa carrière professionnelle, on peut envisager une reconversion professionnelle. Vous l'avez dit en filigrane, tous les trois. C'est vrai que le contexte sanitaire, le fait d'avoir été confiné, ça fait émerger peut-être des velléités, des envies justement de se reconvertir. Moi, la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est quelle est la porte d'entrée finalement, vers qui dois-je me diriger pour m'accompagner dans ce projet de reconversion? D'autant plus qu'on peut avoir 2 cas de figure, quelqu'un qui a un projet déjà très abouti et quelqu'un qui a juste un projet, il décide tout simplement de changer de secteur d'activité, de changer de métier. Comment ça se passe? Vers qui doit-il s'adresser? Et puis j'aimerais également écouter Christophe sur son parcours, ce qui l'a motivé peut-être à changer de métier ou à envisager pour le coup une évolution et une reconversion professionnelle. Et puis également, alors je sais Christophe que vous avez rencontré et été suivi par Catherine. Comment se sont passés ces échanges? Alors, on ne va pas être intrusif, mais l'idée, c'est de voir un peu comment se passent des échanges avec un consultant, une coach peut-être sur ce projet. Christine, et puis ensuite on viendra à Christophe et Catherine. Ah, d'accord. Plein de choses. Du coup, non, j'étais partie sur l'histoire de Christophe, donc j'attendais l'histoire de Christophe. La porte d'entrée, là, je vais parler en tant qu'opérateur du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. C'est vrai que toute personne peut aller déjà sur le site de France Compétences pour voir de quel opérateur il relève. Donc, nous, en tant qu'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, tout cadre qui aujourd'hui aurait un souhait de changement prend tout simplement rendez-vous avec un ou une consultante de l'APEC de sa région et il va nous exposer donc en entretien sa situation, ses envies et on va poser un diagnostic de situation. Toujours, pour moi, il y a un mot qui est très important aussi dans la bienveillance parce que le signalait aussi Catherine et ça, je trouve que c'est très juste. Les personnes peuvent arriver aussi être dans un grand questionnement, soit il est forcé, soit il est souhaité. C'est pas toujours quand même évident. Et donc, ce qui est très important, c'est d'être aussi accueilli dans la bienveillance, même si on va poser ce diagnostic de situation et pouvoir donc aborder quels sont les souhaits de ce changement, l'origine de ce changement. Et donc, j'ai envie de dire, la porte d'entrée, elle est assez simple. C'est de voir qu'aujourd'hui, il y a des opérateurs dans chaque région du conseil en évolution professionnelle pour avoir ce conseil. Et donc, c'est vrai que sur le site de
France Compétences, les personnes peuvent revoir de quel opérateur ils relèvent, hein. Donc là, je vais parler moi en tant bien sûr qu'opérateur du CEP. Et pour l'APEC, voilà, je réinsiste, c'est vraiment très simple d'accès. C'était votre question ou il fallait que je développe plus? Oui, Non, non, d'accord. c'est très bien, vous avez bien répondu. Alors, je vais juste te dire, au niveau des opérateurs, effectivement, l'APEC pour les cadres, vous avez également Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Les missions locales également sont des relais CEP pour les moins de 26 ans. On a une question aussi sur le forum concernant la reconversion professionnelle. Elle s'adresse également aux demandeurs d'emploi, bien évidemment. Alors, les leviers, les accompagnements seront différents, mais il est également possible, lorsqu'on est en situation effectivement de demandeur d'emploi, de bénéficier justement d'une reconversion professionnelle. Alors, on va Alors, écouter justement, oui. oui, excusez-moi, justement, c'est très important ce que vous dites. Nous, dans la reconversion professionnelle, dans un premier temps, on ne va pas se poser la question du statut. Est-ce que la personne est en activité ou est-ce qu'elle est disponible, hein? Moi, je préfère ce terme, en effet, de se dire est-ce que je suis disponible sur le marché de l'emploi ou est-ce que je suis en activité? Donc, nous, on va aborder le projet donc, de la personne en tant que telle. Après, c'est peut-être en effet dans les mises en œuvre des stratégies et notamment de la formation ou en fonction du statut, que l'on soit donc inscrit à Pôle emploi ou pas, où on va pouvoir voir donc les faisabilités du projet de reconversion en matière de formation. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Merci. Merci pour ces précisions. Alors, on a eu un teasing tout à l'heure, Christophe. Nous sommes tout oui. On a envie de vous écouter justement sur votre projet, sur votre accompagnement. Et puis, ce qui vous a motivé aussi, parce que je pense que c'est aussi un état d'esprit. Donc, c'est bien aussi de contextualiser et de nous rappeler peut-être, alors sans entrer trop dans les détails, on ne veut pas encore une fois être intrusif, mais qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a motivé justement à envisager ce projet de reconversion? Alors, merci de me faire participer et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais faire partager ma modeste expérience des projets de reconversion parce qu'en fait, ce n'est pas le premier, mais le deuxième. Mon premier projet de reconversion, je l'ai fait à l'âge d'environ 30 ans. J'étais enseignant, j'étais instituteur laïque, public, et je suis allé vers la direction financière. Donc, j'illustre avec cette expérience-là un des principes un des motifs qui est l'ambition professionnelle et puis le développement de soi au travers d'une autre voie professionnelle. Et le point commun entre ce changement professionnel et le suivant, c'est en fait les rencontres. On fait des rencontres, ça veut dire que on exprime son ambition et surtout, il faut en parler autour de soi. Dites-vous que autour de moi, je n'avais que des enseignants, dans mes parents, dans mes amis, et pour eux, ça leur paraissait un projet complètement fou et totalement inaccessible. Jusqu'à ce que, en fait, je trouve une entreprise dans laquelle c'était la normalité d'avoir des ex-enseignants dans le contrôle de gestion. Et c'est comme ça que j'ai débuté dans l'industrie pharmaceutique, pour ne pas les nommer, à Schering-Plough. Donc, c'est une affaire de rencontre, en fait. Et lorsque, plus tard, j'ai été impliqué dans des réseaux pour aider les jeunes à se faire des réseaux et rentrer dans un cercle de connaissances. J'expliquais, il n'y a pas de voie royale. La voie royale, c'est vous qui pilotez votre vie. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas fait un bac scientifique que ça y est, c'est terminé pour votre vie, quoi. Donc, voilà. Donc, il Il ne faut faut pas se fermer de porte finalement, c'est ça, saisir les opportunités au gré des rencontres que l'on peut effectivement faire. Absolument, parce que très souvent, il y a une petite porte là, et puis on se dit non, c'est même pas la peine de l'ouvrir. C'est dommage. C'est dommage parce que en fait, cette porte-là, peut-être que c'est justement celle-là qu'il faut sonder. Et puis, trouver la juste mesure entre ne pas s'entêter dans une voie qui n'est pas forcément la bonne et en même temps se donner les chances de vraiment réussir. D'où l'importance des rencontres et surtout de l'accompagnement. Donc ça, c'était votre première reconversion, on va dire. Et la seconde, vous étiez dans quelle situation, dans quel contexte? La seconde est un contexte plus de burn-out lié à ce qu'a exprimé Catherine tout à l'heure, à savoir la tendance à la répétition de mêmes situations, la problématique de valeur, d'être en décalage. Moi, venant avec des valeurs très humanistes, même en tant que manager
participant au comité de direction et pas toujours calé. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux plus faire ça. Je ne me sens plus de faire ce métier-là dans ces conditions-là parce que ça ne défend, je ne peux plus le porter. Et donc là, c'est encore une rencontre avec Catherine qui m'a permis de partir de la situation telle qu'elle était, assez compliquée pour moi parce que je le vivais très mal. J'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai beaucoup d'investissements, y compris dans d'autres plans d'intérêt. Et il a fallu me reconfigurer. Et la reconfiguration passe par une phase d'introspection en soi pour aller chercher, en fait, quels sont les dons qui sont cachés en soi, ou en fait qu'on connaît, mais qu'on n'utilise pas complètement, ou en se disant oui, mais ça ne marchera jamais, ou c'est pas la peine de les développer parce qu'il y a tellement d'autres. Oui, mais très bien, s'il y en a beaucoup d'autres, ça prouve qu'il y a un marché. On n'est pas toujours obligé d'ouvrir et de découvrir un détroit de Bering à chaque fois qu'on change de métier. Hein. Christophe, quelles sont les démarches que vous avez entreprises justement? Vous êtes rapproché d'un conseil en évolution professionnelle ou alors de Catherine. Vous avez mobilisé, alors ensuite on va revenir un peu sur le CPF, le compte professionnel de formation. Comment voilà, quelles ont été les étapes? Vous êtes en cours de reconversion ou peut-être encore en cours d'élaboration de votre projet? En cours de conversion. Et la première étape, c'est déjà la première chose, c'est de reconnaître soi-même qu'on ne va pas bien dans le chemin qu'on a pris jusque-là. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on commence à mettre en place les moyens pour aller vers quelque chose de différent. Tant qu'on est dans la négation, enfin, dans le déni de ce qui nous arrive, on n'arrive pas à avancer. Et c'est là qu'on se dit oui, mais j'avais bien une copine ou une connaissance qui connaît. Et puis, donc, moi, j'ai utilisé le support de Catherine parce qu'on avait pu se croiser à un moment donné. Et j'avais quelques réticences à un moment donné parce que, bon, la façon d'aborder les choses, la façon de travailler sur soi-même n'était pas évidente pour moi. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on a avancé dans ce travail d'introspection et puis d'aller chercher en fait ce qui doit germer, je me suis rendu compte que je me sentais bien et que il fallait que je lâche prise avec mes préjugés. Et c'est pour ça que je parle d'un véritable travail de reconfiguration. C'est-à-dire que en fait, la solution, elle est en nous. Hein. Elle est en nous et c'est nous qui l'apportons. Et quelque part, on a tous une responsabilité dans le fait de dire bah, c'est pas que je veux plus être malheureux, c'est que je veux être heureux. Voilà. Très bien. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Je voudrais juste tempérer par rapport à nos auditeurs de ce matin. On n'est pas obligé d'être dans une situation de burn-out pour envisager un projet de reconversion. Je voulais juste, voilà. Alors, effectivement, ça peut s'accompagner, on l'a dit tout à l'heure, ça va impacter effectivement le champ plutôt personnel, mais on peut être très bien, voilà, être arrivé au bout, on a fait le tour d'un poste et envisager justement ce projet de reconversion. Et on le verra justement avec nos différents intervenants. Là, il y a déjà plusieurs questions sur le forum. On va tenter d'y répondre dans quelques instants, mais juste pour reprendre un peu les grandes idées. Alors, on parle de guichet justement entre guillemets unique. Hein. La première chose, c'est de travailler sur un projet en fonction effectivement de ses appétences, en fonction de ses envies. Et Christophe l'a très bien dit. Donc, comment on travaille justement à l'élaboration de ce projet? Catherine? Comment on travaille sur l'élaboration de notre projet? Moi, alors c'est vrai que j'ai une approche différente des approches conventionnelles puisque je suis psychologue du travail, psychopathologue du travail. Donc, l'angle d'approche, c'est vraiment santé, qualité de vie au travail ou évidemment souffrance au travail, ce que je préfère éviter. Mais donc, pour moi, une personne, c'est un tout. Hein. A priori, on va au travail avec la même personne avec laquelle on est à la maison.
Donc, en fait, c'est se sentir en harmonie. Donc, si on ne se sent pas en harmonie, si on ne se sent pas bien, si on ne se sent pas dans sa joie de vivre, si on a envie de faire des choses, des fois, on a des petites voix qui pulsent, oh, je voudrais faire ça. J'ai encore entendu quelqu'un de mon environnement proche dire, j'ai envie de faire ça, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait jusque-là. Mais je dis, il faut y aller. Il faut y aller. Et après, quand la passion est vraiment là, même s'il faut refaire des études, en fait, il y a quand même des organismes type le CNAM qui permettent de faire des études alors qu'on travaille en journée, puisque c'est des cours le soir et le week-end, et que c'est étalé dans le temps. En fait, on peut, comme dit Christophe, on peut se reconfigurer. Donc, pour moi, je parle vraiment de reconversion ou de transformation selon sa raison d'être pour se réaligner avec sa raison d'être. Et en fait, si on est aligné avec notre raison d'être, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, c'est quoi notre mission de vie, à l'extrême, quand les gens ne savent pas, c'est voilà, vous êtes à la retraite, on vous félicite pour votre carrière, de quoi on vous avez félicité, ou pire, vous mourrez dans 2 heures, et qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait dans votre vie. Donc, ne pas attendre de mourir dans 2 heures pour le faire, autant le faire tout de suite. Et se faire accompagner pour ça. Il y a plein d'outils, il y a des financements, et il y a plein de compétences différentes. Et il faut les mettre en commun. L'idée, c'est en fait de réduire, comme je dis, le décalage entre qui on croit être à l'intérieur de nous et l'image qu'on dégage. Voilà. Et donc, si on se fait appel à des gens de l'extérieur, c'est fait pour ça, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on dégage et comment corriger ou pas, d'ailleurs, en fonction de ce qu'on veut, ce qu'on dégage, pour lequel on est content ou pas, et ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, puisque vous savez que je travaille beaucoup en transgénérationnel, et malheureusement, on dégage beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, qui viennent de l'inconscient collectif au sens large, pour faire simple. Merci beaucoup. Christophe, juste à nouveau, vous en êtes où actuellement de votre projet de reconversion? Vous l'avez dit justement, vous avez parlé de reconfiguration, c'est-à-dire se recentrer sur vous-même, déjà, essayer d'aller mieux, et puis ensuite d'avancer pas à pas justement dans ce projet, dans cette 3e vie professionnelle, parce qu'il y a déjà eu 2 vies professionnelles au préalable. Oui, tout à fait. J'ai 57 ans. Là, j'en suis à… on a trouvé, j'ai trouvé et je me sens à l'aise avec ce nouveau chemin vers lequel je vais. Je vais sur du coaching et sur un apport de mon expérience qui est en fait un mélange de… mon vécu en entreprise en tant que directeur FI, en tant que dirigeant et aussi en tant que personne sur qu'est-ce qui fait marcher les équipes. Voilà, donc là, je suis en train de prendre les dispositions pour aller de l'avant et puis là, on est plus loin que la simple idée et le simple projet, mais vraiment des contacts avec des entreprises. Et alors, c'est vrai que j'avoue modestement que j'ai beaucoup de chance. C'est que j'ai la chance là maintenant de dire, mais il y a des expériences que je ne veux pas. J'ai été sollicité sur un poste de directeur FI à côté de chez moi et je me suis dit, mais non, mais je ne veux pas faire ça parce que je vais faire du reporting tous les lundis matins et moi, je vais mourir. Je veux pas ça. Donc l'autre voie va me demander du travail, de l'investissement, continuer ma reconfiguration, de la formation, mais je vais avoir de l'énergie positive pour y aller et ce projet va me porter autant que je vais porter le projet. Voilà. Donc ça veut dire que parfois, voilà, on a besoin de savoir ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire. Vous l'avez dit, hein, finalement, retourner dans le contrôle de gestion, la direction financière, faire du reporting toute la journée, c'est pas c'est pas votre domaine de prédilection. Vous avez mobilisé quelles ressources? C'est-à-dire que on part d'un constat, on est usé. Tout à l'heure, vous avez parlé de burn-out. Alors ça, c'est un cas extrême dans le cadre d'un projet de reconversion. Il faut peut-être s'écouter soi-même, détecter peut-être des petits signaux qui vont vous mettre sur la voie de ce projet. C'était comment pour vous, Christophe? Les signaux détecteurs de motivation sont très simples. Hein. C'est d'abord, est-ce que je me sens fatigué? Est-ce que j'ai l'impression d'être fatigué de façon anormale en allant au travail? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Pourquoi je suis fatigué? Est-ce que j'ai une mauvaise organisation de mon travail ou simplement parce que en fait, ça me fatigue d'aller au travail parce que ce travail, je ne le supporte plus. Et
paraphraser une expression, j'en ai plein de dos. C'est-à-dire, je porte trop de choses. Oui, je sais le faire, ce travail. Oui, on me dit que c'est satisfaisant, mais moi, je ne suis pas satisfait. Donc, après, on commence à dire bah, je suis fatigué, mais en plus, on commence à s'échapper. C'est-à-dire que le temps de travail n'en est plus vraiment un. Puis après, on rentre dans la démotivation active. Et quand on en est là, à un moment donné, faut se dire, mais moi, je passe trop de temps au travail pour faire quelque chose dans lequel je ne me développe pas, je ne m'éclate pas, quoi. Donc, bah, non, je peux pas, on peut pas accepter ça. Je veux dire, en termes d'exigence par rapport à sa propre qualité de vie et sa capacité à piloter les choses, on se dit, non, non, maintenant, faut prendre une décision. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Christophe, au jour d'aujourd'hui? Écoutez, de continuer à avoir de la chance, comme j'en ai eu jusqu'à présent. Très bien, effectivement. Alors, Benjamin, Christine, vous recevez des publics justement dans le cadre de concerts d'évolution professionnelle. Comment vous accompagnez, comment vous aidez? Alors, c'est vrai que l'illustration, enfin, l'histoire de Christophe est assez, voilà, assez impactante, on va dire, assez inspirante aussi pour peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent ce matin. Les personnes sont dans quel cas de figure, dans quelle situation lorsqu'ils viennent vous consulter, par exemple, dans le cadre voilà, d'un échange et d'une reconversion? Alors pour Transition Pro, au niveau de l'accueil, qu'il soit téléphonique ou physique, il y a une sorte d'analyse qui va être faite au niveau de la demande du bénéficiaire. Il y a des personnes qui sont très autonomes et qui ont construit, mûri, réfléchi individuellement à leur reconversion professionnelle et qui viennent rechercher donc peut-être le financement à travers le projet de transition professionnelle. Et donc cela, quelque part, ils n'ont pas besoin d'accompagnement pour mener à bien leur projet. Par contre, on a certaines personnes, et beaucoup de personnes même, qui sont dans la réflexion. Ils ont une idée qui leur est venue, ça a germé suite à des discussions, soit suite à des rapprochements. Et on va avoir des personnes qui sont dans le mal-être au travail, dans la non-évolution, dans l'envie de se réaliser, un projet d'enfance qu'on n'a pas pu mener, une mauvaise orientation à l'école, comme on peut entendre souvent. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a envie de se réaliser, mais je ne sais pas par quelle ficelle commencer, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je dois réfléchir. Et donc, dans ces cas de figure, on va les orienter vers des conseillers en évolution professionnelle que représente, par exemple, l'APEC avec Christine aujourd'hui. Et ils vont construire, ils vont réfléchir à leur projet et par la suite, revenir vers nos services pour la mise en œuvre en termes de formation et donc de financement, puisque nous, on pourra aussi les accompagner sur la question de la formation derrière. Et donc, on pourra ensuite monter un dossier de prise en charge qui sera étudié devant une commission paritaire interprofessionnelle régionale chez nous qui décidera d'une acceptation et de son financement ou quelque part d'un refus, si toutefois il y a des éléments qui n'ont pas été jugés, entre guillemets, peut-être satisfaisants, mais parce qu'on ne peut pas non plus accepter tous les dossiers. Et donc, de ce fait, il y a parfois des choix qui doivent être faits au niveau des projets, au niveau de notre structure. Christine, je vous voyais acquiescer. Oui, parce qu'on travaille aussi beaucoup de concerts avec Transition Pro dans les différentes régions, puisqu'à un moment donné, on a besoin d'être dans la mise en place du projet de reconversion, puisque je réinsistais un peu sur le principe de réalité. Après, voilà, je rejoins ce que disait Catherine, le témoignage de Christophe et ce que dit aussi Benjamin. Lorsque la personne va arriver donc dans nos bureaux, il y a les différents cas de figure. Donc, on peut en effet avoir des personnes qui, suite à un burn-out, se disent « je ne peux plus retourner sur mon activité précédente ». D'autres sont en activité, mais sont dans un mal-être. Ou d'autres se disent « voilà, j'ai fait le tour de la question, j'ai envie de faire autre chose ».
Mais on a des cas de figure où les personnes sont soit déjà bien avancées dans une idée, comme le disait Benjamin, soit pas du tout, c'est-à-dire j'ai envie de changer, mais je ne sais vraiment pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas par quel bout y aller. Tout ce que je sais, c'est qu'en fin de compte, ça ne va pas. Et ce qui est très intéressant aussi dans le témoignage de Christophe, c'est que donc lorsqu'on va recevoir les personnes, bien naturellement sur le premier entretien, donc ça veut dire qu'on aura certainement plusieurs entretiens où on va mettre à plat lorsque la personne n'est pas au clair sur un nouveau projet, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a envie de changer. On va plutôt faire aussi une approche, donc, et c'est l'illustration de Christophe, quand on a ces fatigues qu'on n'arrive pas à s'expliquer, bon, pour nous, c'est aussi le signe que la personne est dans une zone de ce qu'on va appeler d'effort, ou qu'elle travaille un peu à contre-nature. Et donc, on va revenir, on ne va pas faire que des adéquations dans le premier temps sur quelles sont mes compétences, mon savoir-faire technique, parce qu'en effet, je peux très bien savoir faire quelque chose, mais ça peut m'épuiser de le faire, parce qu'en fin de compte, je ne trouve plus de sens et je n'aime plus. Donc, on va beaucoup travailler, nous, sur les motivations, les valeurs. Donc, on va beaucoup revenir en effet sur ce qui anime quelqu'un, ce qui anime la personne. Donc, sur ses motivations, ses valeurs, ses modes de fonctionnement, parce qu'on va beaucoup travailler sur quelles sont mes zones de confort et pas mes zones d'effort. Parce que les zones d'effort veulent dire qu'en fin de compte, je suis à contre-nature, hein, je réinsiste, dans une activité. On va bien sûr aussi faire la différence ou faire le tri dans est-ce que c'est l'environnement qui ne me convient pas et qui quelque part vient un petit peu se télescoper avec mon métier, mais qu'en fin de compte, j'aime toujours mon métier, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est surtout le métier que je dois changer, ou quelquefois, dans les cas, c'est les deux, c'est-à-dire le métier et l'environnement. Donc, on va aussi aider la personne un petit peu faire le tri dans qu'est-ce qui provoque cette envie de changement pour qu'elle soit elle-même. Ça doit être tout un processus où, en fin de compte, la personne doit être sûre à un moment de ses choix. Ça doit se consolider en elle. C'est-à-dire, ce n'est pas le consultant ou la consultante qui va dire à quelqu'un, voilà, vous allez faire ça. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas, hein. On peut très bien faire l'illustration. La personne va se dire, ah bon, c'est intéressant, vous me dites que je peux faire ça, mais la personne ne peut pas le mettre en œuvre parce que c'est quelque chose qui n'est pas consolidé en elle. Donc, dans ces approches, dans ces accompagnements sur les projets de reconversion, sans qu'on oublie en effet comment ça va impacter la vie personnelle, c'est-à-dire quels sont les vrais choix, les priorités, les valeurs, les motivations, vos modes de fonctionnement, qu'est-ce qui fait qu'intellectuellement je me retrouve aussi dans un poste ou pas, eh bien ça va permettre un petit peu de réunir toutes les pièces d'un puzzle et de se dire, mais voilà, en fin de compte, j'ai plus une illustration de ce que j'ai envie, pourquoi, et d'arriver à déterminer des choix, mais des choix qui sont consolidés, où c'est la personne qui sent que ça y est, il y a une étape qui est passée, il y a quelque chose donc qui se réveille en elle. On va aussi beaucoup aborder les freins parce qu'il peut y avoir donc des freins qui peuvent être diverses, hein, et donc les entretiens vont être aussi l'occasion de voir quels peuvent être les différents freins par rapport à des souhaits de reconversion. Et après, vous allez dire, je répète sans arrêt ce principe de réalité. Oui, ce que je veux aussi, c'est rassurer les personnes qui nous écoutent, c'est que le principe de réalité, voilà, si quelqu'un nous dit, bon, bah, moi, demain, je veux être astronaute, on n'aura pas d'a priori sur dire, bah, non, c'est possible ou pas possible. On va déjà voir bah, pourquoi astronaute et est-ce qu'il y a vraiment derrière une employabilité? Est-ce que vraiment c'est un projet que vous allez pouvoir mettre en œuvre? Mais en effet, on ne va pas avoir d'a priori sur c'est possible, pas possible, hein. Ça va se construire avec la personne. Et je réinsiste sur le fait qu'on va vraiment être beaucoup sur cette approche des modes de fonctionnement, des valeurs, des motivations. Bien sûr, après, avec le savoir-faire et la formation peut être là un appui pour acquérir ce savoir-faire que l'on n'a peut-être pas pour aller vers la reconversion. Mais nous ne sommes pas l'humain, les humains que nous ne sommes pas qu'une adéquation de compétences par rapport à un poste, c'est-à-dire, voilà, je sais faire ça, je vais pouvoir le mettre en lien. Non, on est plus complexe que ça. On a des histoires de vie, on a des motivations, on a des leviers à soulever, on a des freins, on a des envies, on a des valeurs, on a du sens. Et tout ça, ça se travaille lors des entretiens parce qu'un projet de reconversion, ça implique, alors Christophe est aussi l'illustration qu'on peut se reconvertir plusieurs fois, mais on a bien conscience que ça impacte sa vie, qu'il y a des véritables enjeux derrière, et donc c'est important d'être accompagné dans cette phase. Et bien sûr, après le principe et le relais avec les transitions pro lorsqu'il y a à mettre en place les projets de formation. Très bien, merci beaucoup Christina. Catherine, il faut juste qu'on revienne rapidement peut-être, et puis ensuite on prendra quelques questions sur ce thème. Christine l'a dit, hein, c'est vrai que ça impacte aussi l'humain, on l'a vu à travers le témoignage de Christophe. Comment vous travaillez concrètement dans l'accompagnement justement d'un projet ?
Au début, c'est écouter la personne, hein, pourquoi elle vient. Il y a une phrase que j'aime bien poser en tout démarrage, en fait, c'est pourquoi vous venez me voir et je voudrais une réponse en une phrase. Alors évidemment, les gens ne peuvent pas. Alors je dis, bon, ok, 2 phrases, 3 phrases. Mais comme ça, les gens ne commencent pas à raconter leur vie et ils vont chercher la sève, quoi, vraiment ce qui… ou l'autre question, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez? Alors souvent, on me regarde les yeux un peu ronds. Je dis, ben, vous pouvez décrocher la lune, allez-y. Je ne dis pas que je vais vous aider je vais vous le faire. De toute façon, c'est vous qui allez faire votre travail. Moi, je suis là pour vous aider. Ce n'est pas moi qui fais à votre place. Mais autant demander tout de suite le maximum. Et puis après, on voit où la vie va vous mener en temps dans l'accompagnement et de ce que vous allez récupérer. Et ensuite, je pars du principe que si on est aligné corps, esprit, émotion, énergie ou corps, âme, esprit, ceux qui sont plus ouverts à cette facette, en fait, on va attirer à soi ce qui nous correspond, auquel on n'aurait peut-être même pas pensé. Donc, ça va bien au-delà de la loi de l'attraction. Et quelque part, on va être amené presque à créer son poste, en fait. Et si on est vraiment, connecté à son besoin profond, à ses compétences, à ses talents, tout ce que Christine a raconté, il y a un moment, on va rencontrer, de toute façon, je pense qu'on rencontre toujours les bonnes personnes, mais ça sera vraiment les bonnes personnes qui nous aideront à nous épanouir et les bonnes sociétés. Comme quand Christophe disait tout à l'heure, voilà, il y a 20 ans, il a rencontré la société qui pouvait le prendre alors que tout le monde refusait. Donc, il ne faut pas s'arrêter à des statistiques où on vous dit non, ce n'est pas possible. Ça, c'est des statistiques globales, mais au regard d'une vie, ce n'est pas les statistiques globales qui prévalent, c'est si moi j'ai vraiment très très envie, en fait ça va arriver. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et si ça n'arrive pas, il faut voir qu'est-ce qui en nous le bloque. Et bien souvent, bizarrement, ce qui bloque en nous, c'est la peur de réussir, en fait. La peur d'être puissant, la peur de déployer ses talents. Et même pour ça, il faut se faire accompagner. D'ailleurs, les sportifs de haut niveau se font accompagner en EMDR, notamment, autre chose bien sûr, et la thérapie. Qu'est-ce que ça veut dire, Catherine, excusez-moi, ça veut dire quoi EMDR pour les novices? Alors, vulgairement, la thérapie par les mouvements oculaires. Donc, c'est Eye Movement Reprocessing et Reprogrammation. Donc, c'est débloquer en fait des grands traumas. On dit classiquement que cette thérapie, c'est faite pour des grands traumas récents ou anciens. Mais dans le cas d'un sportif de haut niveau, il ne s'agit pas de grands traumas. Il s'agit de bloquer ce qui nous empêche d'avancer. Voilà, bon, il n'y a pas que le MDR, mais en tout cas, le MDR, ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche intégrative qui relie corps, esprit, émotion. Et voilà, moi, mon approche, c'est vraiment de traiter à la fois le physique, le psychique et ce qu'on dégage. Le petit truc, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, vous dites « je le sens » ou « je ne le sens pas », et avant même d'avoir parlé, et mettre des mots là-dessus, et surtout pouvoir le changer, parce qu'on peut le changer. Très bien, merci. Alors, on va poursuivre justement notre incursion dans le projet de reconversion. Donc, on part du scénario où on a défini son projet. Quels sont les leviers qu'on peut actionner? Alors, est-ce qu'on peut, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Benjamin, la validation des acquis d'expérience. Est-ce qu'on peut monter en compétence par le biais d'une formation? Comment se passe le financement? Christine Bouvier et Benjamin également sur le volet financement. Je laisse peut-être Benjamin et je reprends après, non? Comme vous voulez, Benjamin. Si tu veux, pas de souci. Oui, alors, une fois que le projet est défini, il est beaucoup plus clair. La personne a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Elle pourra mettre en œuvre donc une action de formation. Alors aujourd'hui, dans le dispositif, notamment PTP, projet de transition professionnelle, elle pourra mettre en œuvre une formation certifiante qui doit être impérativement reconnue à ce qu'on appelle le répertoire spécifique de France Compétences ou le RNCP, qui est le répertoire national des certifications professionnelles. C'est une obligation pour être financé chez nous. De là, la personne pourra monter un dossier de prise en charge, un dossier, on va dire, tripartite à partir du moment où la personne est salariée, par exemple en CDI, un dossier qui sera constitué par le bénéficiaire qui devra notamment montrer sa motivation dans son projet, les démarches qu'il a mises en œuvre, une partie qui sera constituée par le centre de formation qu'il a choisi et une partie par l'employeur qui donnera son feu vert et les éléments de salaire, puisque comme je l'ai expliqué au tout début, Transition Pro, si demain donne son feu vert pour le projet du salarié, prendra en charge la rémunération du salarié,
prendra en charge le coût de la formation et les frais annexes alloués pour ce dossier. Donc, c'est en ça que j'expliquais aussi tout à l'heure que on est quand même sur un schéma sécuritaire pour un bénéficiaire. Demain, je peux être, je ne sais pas moi, maçon et avoir le souhait de devenir aide-soignant. Et donc, du coup, je vais pouvoir solliciter Transition Pro de mon territoire pour mettre en œuvre cette action par le biais de ce dossier, sous réserve que la commission me donne un avis favorable pour me réaliser professionnellement. La suite derrière, ben, ça va être justement d'enclencher le projet de changement, de mettre en place cette reconversion, dans l'exemple donné, le métier d'aide-soignant, et de quitter, après, peu importe le billet, mais quitter cette activité de maçon pour se tourner vers le métier d'aide-soignant. Donc, c'est vraiment un fabuleux dispositif, moi, je trouve, qui permet, ce que Christophe a évoqué, une nouvelle vie professionnelle, même plusieurs vies professionnelles parfois. Et aujourd'hui, le monde actuel nous donnera de plus en plus accès à plusieurs vies professionnelles. L'idée de je rentre dans une entreprise et je terminerai ma carrière au sein de cette entreprise est presque terminée, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faudra mobiliser de plus en plus ces leviers. Le PTP en est un, mais tu parlais, Khadija, de la VAE qui peut permettre aussi d'accéder à de nouvelles évolutions. Aujourd'hui, on a le dispositif démissionnaire qui le permet également. Et maintenant, pour accompagner ses salariés, l'entreprise peut mobiliser le dispositif transition collective. Donc voilà, un panel d'outils pertinents. Benjamin, rapidement, un point sur le dispositif démissionnaire, puisqu'on a déjà quelques questions sur celui-ci. Oui, alors le dispositif démissionnaire, il est destiné aux salariés uniquement en CDI qui peuvent justifier de 5 ans d'ancienneté dans les 60 derniers mois. 3 objectifs poursuivis par le dispositif démissionnaire. Soit j'ai un projet de création d'entreprise, soit de reprise d'entreprise ou de mise en œuvre d'une formation en vue d'une reconversion. Si je donne un peu des données, on est autour des 70%, 80% des personnes qui vont sur ce dispositif en vue d'une création d'entreprise, puisque dans le cadre d'une formation, vaut mieux mobiliser le projet de transition professionnelle qui est plus sécurisant. Et donc concrètement, comment ça se passe? De la même manière, il y a un dossier à constituer, dossier qui va présenter le projet de la personne, d'une reprise d'entreprise, d'une création d'entreprise ou d'une formation. Il est examiné également par la même commission que pour le projet de transition professionnelle. Et de là, si la commission valide le projet du bénéficiaire, le bénéficiaire a 6 mois pour démissionner de son poste. Et donc, il s'inscrit au niveau du Pôle emploi et pourra bénéficier donc de l'allocation chômage versée par Pôle emploi et se réaliser et mettre en œuvre le projet pour lequel la commission a donné son feu vert, donc la reprise d'entreprise ou la création d'entreprise ou encore la formation à mettre en œuvre derrière. Donc, on n'agit pas, nous, sur le financement, on donne un regard sur le projet du bénéficiaire. Très bien, merci pour ces explications, Benjamin. Christine, les dispositifs sont nombreux à écouter, Benjamin, les leviers financiers également. Oui, alors on va en effet, par rapport à la personne qui souhaite se reconvertir, lorsque le projet ça y est déterminé, validé, que la personne le sent consolidé en soi, eh bien, il va y avoir la phase stratégique, comment je le mets en place. Donc, on va voir en effet, de ce que nous soulevait Benjamin, nous, on va voir le statut de la personne, c'est-à-dire est-elle en activité, n'est-elle pas en activité, parce qu'on n'aura pas les mêmes leviers, notamment pour la formation. Donc, pour les personnes en activité, oui, on va d'abord essayer de voir le dispositif du projet de transition professionnelle pour voir s'il y a cette possibilité, en effet, de déposer un dossier dans ce cadre-là pour la reconversion, tout en sachant que selon les reconversions, les projets de formation peuvent être plus ou moins longs, parce qu'il y a des fois des projets de reconversion qui nécessitent peut-être peu de formation et d'autres une formation un peu plus conséquente. Donc oui, on va vraiment regarder ce principe de réalité. Alors, on va déjà aussi aider, même si on ne va pas évaluer quelle est la bonne formation, puisque ce n'est pas notre rôle, mais on va
va quand même aider la personne à identifier quelle serait quand même la formation ou les formations qui vont l'aider à mieux réaliser son projet. Parce que ça, c'est important aussi de pouvoir guider dans est-ce que je vais d'ailleurs vers une formation longue, une formation courte, est-ce qu'il faut impérativement qu'il y ait une période de stage dedans pour cette reconversion? Enfin, tout ça, ça s'aborde puisque derrière, il faut vraiment que la personne puisse être employable dans ce nouveau métier si elle ne crée pas son entreprise. Parce que si à ce moment-là, elle crée son entreprise, en effet, on va aller vers une autre approche. Donc, pour les personnes qui sont en activité, en effet, comme on travaille de concert avec les transitions pro, donc ça, c'est vraiment super parce qu'on va pouvoir en effet guider et accompagner dans les dossiers. Pour une personne qui ne sera pas en activité ou qui souhaite mettre en place un dispositif de démission pour reconversion, puisque nous sommes donc en tant qu'opérateur, on doit impérativement donc signer ces dossiers. Donc la personne, le cadre, doit passer par nous pour pouvoir signer donc son dossier de reconversion pour démission, création d'entreprise, et donc on va l'aider à monter ce dossier. Pour donc quelqu'un qui sera aujourd'hui sans activité et qui se dit mais moi je n'ai pas de financement pour financer ma formation, pardon. Certes, on a tous, qu'on soit en activité ou pas, notre compte personnel de formation, mais quelquefois ça peut ne pas combler la totalité donc du devis, et donc se dire comment je fais dans ces cas-là. Donc dans chaque région, nous en tout cas, si je parle de l'Occitanie, mais dans toutes les régions, pour des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, il y a des formations qui sont subventionnées par la région, hein, qui ont des aides régionales. Donc on va en effet, par rapport au projet de reconversion, de voir si on trouve des formations qui ont des subventions région. Et à ce moment-là, donc de mettre en place tout le processus, même si la personne doit se rapprocher elle-même de l'organisme de formation ou de l'université ou de l'école, hein, en fonction du projet. Mais on va essayer en effet d'aborder avec la personne quels vont être les financements possibles. Parce que, attention, peut-être qu'un projet de formation, je ne peux pas dire qu'il y a à chaque fois une solution de financement. Donc là, il faut vraiment qu'on voit s'il y a une solution de financement. Donc aujourd'hui, on a quand même des alternatives. Donc pour quelqu'un qui n'est pas en activité, il peut y avoir donc des aides régionales, donc des formations qui sont subventionnées par la région, des formations qui sont ouvertes à l'alternance. Et donc là, en effet, on n'est pas obligé d'avoir moins de 26 ans pour faire de l'alternance, hein. On peut avoir plus de 26 ans du moment qu'on est inscrit à Pôle emploi et de pouvoir faire ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation dès lors que la formation est ouverte en alternance. Et on peut quand même avoir donc son CPF qui peut dans certains cas contribuer quand même au financement ou au cofinancement de projets de formation. Donc, on étudie en effet réellement les possibilités de financement ou non d'une formation et on va essayer de voir les différentes alternatives dans ces cas-là pour vraiment voir ce qui va être concrétisable. Et on a quand même aujourd'hui en effet des dispositifs sur lesquels on peut s'appuyer. Mais ce n'est pas non plus systématique, hein. D'ailleurs, Benjamin, je pense, le confirmera. Ce n'est pas parce qu'on va déposer un dossier non plus de projet de transition professionnelle que le dossier va être systématiquement accepté. Il faut aussi que le projet soit bien monté. Donc, il ne faut pas se dire j'ai systématiquement un financement. Et donc, nous, on va avoir quand même ce regard de voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable et d'accompagner la personne pour voir comment ça peut être finançable. Donc, c'est toute l'ingénierie financière sur lesquelles on va aussi intervenir pour accompagner la personne. Donc, Ouais. nous, on est plutôt un guide et une boussole, hein. Par contre, on est financeur on n'est pas financeur d'actions de formation. Peut-être pour appuyer ce que dit Christine, oui, tous les dossiers ne peuvent être pris en charge liés au budget qui est octroyé pour chacune des commissions. Mais en tout cas, il y a 3 critères qui sont importants chez nous et les 3 critères qui seront étudiés. C'est la cohérence du projet du bénéficiaire, c'est la pertinence du choix et de l'action de formation mise en œuvre pour se réaliser. Et enfin, ce sont les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Donc, la commission qui est paritaire, qui est composée à part égale de représentants de syndicats de salariés et d'employeurs, va étudier votre dossier de prise en charge à travers ces 3 critères, cohérence, pertinence et perspective d'emploi. Très bien, employabilité, effectivement, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Juste 2 points. On a des questions notamment sur le cas des fonctionnaires dans le cadre d'un projet de reconversion et pour les professions libérales. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des prises en charge spécifiques? À qui faut-il s'adresser lorsqu'on est fonctionnaire pour l'État, par exemple? Alors, en tout cas, Transition Pro
est attaché aux salariés du secteur privé, puisque c'est lié en fait aux contributions versées par les entreprises du secteur privé. Donc malheureusement, on ne peut aller dans le sens des salariés du secteur public. Le conseil qu'on va leur donner, c'est de se tourner vers leur ministère. Maintenant, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, ils peuvent être tout à fait accompagnés par des opérateurs CEP, sauf erreur de ma part, Christine. Non, tout à fait, Benjamin. Donc, en effet, quelqu'un relevant de la fonction publique peut tout à fait se rapprocher d'un opérateur ou d'un acteur du CEP. Par contre, tout ce qui concerne le financement d'une formation, là, ce sont vraiment des démarches particulières à part. Donc, comme le dit Benjamin, c'est de se rapprocher de son ministère ou de services RH internes. C'est-à-dire que là, les dispositifs dont nous, on va pouvoir parler ne concernent pas peut-être la fonction publique. Donc, souvent, alors, je parle de quelqu'un qui est en poste, hein, et qui est fonctionnaire, il va devoir se rapprocher en interne de ses services. Puisque là, il va y avoir vraiment des particularismes et la formation, notamment par exemple le CPF, n'est pas mobilisé et mobilisable de la même manière que quelqu'un qui relève du secteur privé. Donc là, la personne doit toujours impérativement se rapprocher de ses services internes. Alors, pour bien sûr le financement d'une formation, hein, et je rejoins Benjamin, c'est tout à fait ça. Par contre, pour parler de son projet et de vraiment travailler sur éventuellement une évolution, une réorientation, oui, oui, tout à fait. Par contre, il peut très bien aller voir un opérateur du CEP sans aucun problème. Très bien. Et la question porte également sur les actifs qui relevaient de la profession libérale. Alors pour ceux qui relèvent de la profession libérale, en matière de formation, on les incite à se rapprocher de 2 fonds d'assurance de formation en fonction de leur statut. Donc soit c'est le FIF-PL, soit l'AGFIS. Voilà, hein, donc là, ça peut être, ce sont ce qu'on appelle des fonds d'assurance de formation. Et donc, chaque personne en activité libérale, selon son statut, doit cotiser à l'un de ces fonds de formation. Donc, on les invite dans un premier temps à pouvoir aussi se rapprocher d'eux pour voir en matière d'aide dans le financement d'une formation ce qu'ils peuvent bénéficier. Hein, donc, je répète, soit le FIF-PL, soit aussi l'AGFIS. Très bien. Je vois Catherine, oui. Oui, merci Christine. Oui, moi, j'ai vu aussi passer des commentaires là-dessus. Je suis psychologue du travail, ok. Je suis aussi docteur en pharmacie de ma première vie, je n'ai pas perdu mon diplôme. Et mon organisme de formation, qui veut dire créer du lien et du sens pour la santé et la société, Steliax, est organisme de formation. Donc, je fais des bilans professionnels selon la raison d'être qui sont pris en charge par le compte personnel formation ou justement par le FIFPL ou n'importe quel autre OPCO. Si c'est des sociétés, des entreprises qui offrent cette formation, enfin, cet accompagnement à leurs salariés, ça a été pris en charge aussi par le FNE, les fameux 1 500 € là, dont on a pu bénéficier en novembre dernier, je crois, et je pense que c'est encore en vigueur. Donc, il suffit de monter le projet. Et en effet, dans le public, alors, de ce que j'ai compris, c'est que le CPF est utilisable, mais avec accord de la hiérarchie. Alors que dans le privé, en fait, les salariés, ou d'ailleurs les personnes qui ne sont plus salariées, mais qui ont encore du compte personnel formation, en fait, peuvent mobiliser leur CPF pour faire un accompagnement VAE ou un bilan sur la raison d'être, ce que moi je peux faire en tant qu'organisme de formation, sans avoir aucun compte à rendre à leur hiérarchie, à leur entreprise. C'est souvent des choses qu'on me demande. On me dit, oui, mais attendez, tout ce qu'on va raconter, là, est-ce que mon employeur sera au courant? Non, non, l'employeur ne sera jamais au courant. Très bien. Effectivement, pensez à activer votre compte personnel de formation et mobiliser. Alors, on ne parle plus d'heures DIF, mais effectivement, c'est voilà, chaque heure correspond justement à un montant. Donc, c'est un portefeuille électronique qui permet justement de pouvoir prétendre à de la formation. Alors, il y a plusieurs questions. Oui. Oui, alors peut-être justement sur le CPF, pour rebondir ce que dit Catherine, oui, pour quelqu'un qui relève du privé, qu'il soit en activité ou pas, son CPF, en fin de compte, il le garde tout au long de sa vie et il va pouvoir l'activer comme il le souhaite. Donc, quand il l'active quand il le souhaite, puisque aujourd'hui nos heures sont transformées, ont été multipliées par des euros, donc par 15 €, voilà, il va pouvoir le mobiliser et acheter, en fin de compte, de la formation. Après, je ne reviens pas sur les abondements. Bon, ça, il vaut mieux qu'on le voit dans les entretiens
voir s'il y a des possibilités d'abondement ou pas. Alors que dans le public, on est encore en heures. Donc, et comme le dit Catherine, en fin de compte, ça se mobilise en passant par sa hiérarchie, en tout cas en interne. Mais pour ce CPF, ce qui est très important, c'est qu'un cadre ou une personne un actif qui est en activité peut aussi le faire pendant le temps de travail, mais là, en effet, il faut qu'il fasse une demande à son employeur. Et s'il ne souhaite pas que ça se sache, il le fera hors temps de travail en mobilisant directement son CPF. Et ce que je ne voulais pas oublier de dire, c'est qu'on a jusqu'en juin 2021 pour rentrer les fameuses heures de diff. Voilà, je voulais profiter de l'occasion pour le dire, parce que si vous ne rentrez pas vos heures de diff avant, et on a encore eu un sursis donc de 6 mois, on va toujours les garder, mais il faut qu'elles soient au moins rentrées dans ce fameux compte. Autrement, après le 1er juillet, nous n'aurons plus la possibilité de rentrer nos heures de diff. Donc, il faut impérativement le faire avant le 30 juin. Merci de le rappeler, effectivement, sinon ce sera perdu. Plusieurs questions. Catherine, une question qui vous est posée sur votre accompagnement. Comment vous accompagnez justement des personnes en reconversion? Voilà, quelles sont les prestations proposées? Et une question sur le bilan de compétences. Est-ce que vous proposez des bilans de compétences? Oui, ce que j'appelle bilan professionnel sur la raison d'être, c'est un bilan de compétences. Donc, j'ai plusieurs formats. Il suffit d'aller sur mon site web et puis ils sont plus ou moins courts, plus ou moins longs. Et moi, ce que je recommande, en fait, c'est des fois, bon, si les gens ne sont pas très assurés de venir faire juste un rendez-vous avec moi, qui vont financer eux-mêmes, avant peut-être de s'engager sur un bilan plus long, il y en a qui démarrent direct le bilan plus long, enfin le bilan professionnel, le bilan de compétences. Ce qui est bilan professionnel, c'est le bilan de compétences. Je fais aussi des accompagnements VAE, enfin tout ce qui est accessible par le compte personnel formation sans faire de la formation avec un RNCP. Répertoire national des certifications professionnelles. Alors, hors temps de travail et pendant le temps de travail, à voir, effectivement. Christine, avec les OPCO, on peut faire aussi des formations qui ne sont pas validées par un RNCP. Donc là, on peut faire vraiment de la formation sur mesure par rapport aux besoins et mes clients entreprises ne s'en privent pas. Très bien, merci pour cet éclairage. Christine, alors le DIF a suscité quelques questions, nombreuses questions sur le forum. Alors comment on intègre ces heures DIF sur le compte personnel de formation? Est-ce que le juin, c'est vraiment le dernier carat, entre guillemets, la dernière date, la date limite pour intégrer ces heures? Voilà, plusieurs questions là-dessus. Alors, je vois aussi que Benjamin hoche la tête pour dire oui, oui, oui. Donc, voilà, je suis rassurée, on est bien deux. Oui, parce que normalement, on avait cette date jusqu'au 31 décembre 2020 et suite à la crise sanitaire, on a obtenu donc 6 mois de délai pour pouvoir, de rallonge. Alors, normalement, l'entreprise a dû fournir une attestation, donc soit fin 2014 ou début 2015, puisque c'était au moment de cette première réforme où le DIF allait donc disparaître au profit du CPF. Donc, chaque personne doit être en mesure ou alors se rapproche de son service RH ou de formation pour retrouver, en tout cas, il faut retrouver cette fameuse attestation que l'on a normalement tous reçue qui nous précisait s'il nous restait des heures au titre du DIF. Donc, elle était notre solde de DIF donc, au 31 décembre 2014. Donc, certains l'ont eu soit sur une fiche de paye décembre 2014 ou janvier 2015 ou d'autres personnes l'ont eu directement via une attestation. Alors, s'il y a eu changement d'entreprise entre-temps, là, il faut qu'on voit en effet comment ça peut être possible de récupérer ces heures de DIF, mais on ne peut pas les inventer. C'est l'entreprise dans laquelle vous étiez à ce moment-là qui devait vous fournir une attestation stipulant le nombre d'heures qu'il vous restait. À partir de là, dans le compte, lorsqu'on active son compte CPF, c'est très simple parce qu'on aura juste à aller remplir la rubrique DIF et qui va, dès qu'on va rentrer le nombre d'heures, après on va télécharger son attestation pour bien prouver qu'on n'a pas rentré un nombre d'heures au hasard, eh bien elle va automatiquement, ces heures vont automatiquement se transformer en euros, donc vous verrez un chiffre apparaître en spécifiant dont tant de DIF. Et du moment que c'est fait avant le 30 juin 2021, ces heures seront définitivement acquises. On ne les perdra plus. Par contre, on ne peut plus les rentrer au-delà du 30 juin 2021. Très bien. Donc, attention effectivement à la date butoir. Alors, oui, une question aussi concernant l'APEC, Christine. Je suis pas cadre, je n'ai pas le statut de cadre, mais je suis assimilée cadre. Est-ce que je peux quand même venir vous rencontrer pour parler de mon projet de reconversion?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a aucun souci. Donc, la personne peut soit directement aller sur notre site et en allant dans la rubrique Mon centre, prendre directement rendez-vous en ligne ou autrement, elle demande à être rappelée et donc il n'y a aucun souci, elle pourra tout à fait être reçue. Très bien. Une autre question sur le DIF, hein. Les professions libérales ont-elles bénéficié des heures DIF? Alors là, je ne veux pas dire de bêtises, parce que maintenant elles ont du CPF, les professions Oui, libérales, donc depuis peu. Mais sur le DIF, je les inviterais plutôt à se rapprocher des 2 organismes dont j'ai nommé. Alors je ne sais pas si Benjamin aussi ou Catherine ont la réponse. Je suis du même point de vue que toi, Christine. Je Oui, ne oui, oui. préfère pas me prononcer à ce niveau-là. Je n'ai pas la connaissance. Je ne pense pas que ça soit, je ne sais plus si c'était du DIF en tant que tel, hein, donc Je suis pas sûr. oui, je ne suis pas sûre, hein, non plus, hein, puisque là, c'était vraiment sur des cotisations entreprises. Donc là, ça devait dépendre plutôt de leur fonds d'assurance formation, donc les 2 principaux que j'ai nommés tout à l'heure. très bien. Alors, on a une personne qui relève justement de la GFIP et qui est chez Cap Emploi. Est-ce qu'elle peut bénéficier, tout en étant en arrêt maladie, d'un conseil en évolution professionnelle? Tout à fait, hein. Le Cap Emploi est un opérateur CEP. Donc, cette personne peut bénéficier d'un accompagnement dans la définition d'un nouveau projet de reconversion professionnelle, d'évolution. Elle se rapproche du Cap Emploi de son territoire pour la réflexion de cela. Et par la suite, même en arrêt, hein, elle pourra mettre en place son projet de formation. Avec deux possibilités, soit de le faire pendant l'arrêt sous réserve d'avoir un accord de la sécurité sociale qui permettra le maintien des indemnités journalières, soit de lever l'arrêt pour partir en formation, comme si on reprenait le travail, mais derrière, je suis en formation et donc l'employeur maintiendra votre rémunération et Transition Pro remboursera votre employeur durant l'action de formation. Très bien. Une autre question vous avez évoqué tout à l'heure, Benjamin, Transco. Alors, c'est Laurent qui souhaiterait en savoir un peu plus sur ce dispositif. Alors, Transco est destiné aux employeurs, quelque part une entreprise qui aujourd'hui subit la crise économique et sanitaire, a des projets de mutation économique. Je vais prendre un exemple, hein. Voilà, j'ai une ligne de production que je pense arrêter dans 1 an et demi parce que dans 1 an et demi, je vais automatiser. Et sur cette ligne de production, j'ai 10 salariés. Et ben, ces 10 salariés, dans 1 an et demi, ne feront peut-être plus partie des effectifs. Et donc, du coup, ces salariés sont sur ce qu'on appelle un emploi fragilisé, menacé actuellement. Et donc, l'employeur peut, à ce moment-là, solliciter le dispositif Transco. Donc, de ce fait, l'employeur devra mettre en place ce qu'on appelle un accord GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Pour cela, il peut se faire aider de son OPCO. Donc, OPCO, c'est opérateur de compétences pour mettre en œuvre cet accord GEPP qu'il devra soumettre. Et de cela, en fonction du nombre d'emplois menacés, il pourra donc mettre en place une réunion d'information collective auprès de ses publics pour informer les personnes dont l'emploi est menacé sur le dispositif en question. Libre à ces personnes d'accepter et d'accéder à ce dispositif qui est calqué sur le PTP, le projet de transition professionnelle. La seule différence, c'est que derrière, ces personnes auront un accompagnement CEP obligatoire. Contrairement à tout salarié aujourd'hui, il n'est pas obligatoire, c'est sur du volontariat. J'en ai besoin, j'en ai pas besoin, avec cette gratuité aussi du service, hein, bien évidemment. Mais derrière, dans le cadre de Transco, le salarié dont l'emploi est menacé aura obligatoirement un accompagnement CEP. Enfin, ça me semble important, hein, parce qu'un salarié qui est, par exemple, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans sur une ligne de production et on lui dit « votre emploi est menacé », eh ben voilà, il a peut-être besoin d'être aidé, d'être accompagné dans sa démarche de réflexion. Et à partir du moment où, de la même manière, il va définir une nouvelle orientation et il aura défini une action de formation, il pourra constituer un dossier dans le cadre du dispositif Transco qui sera soumis également à la commission de transition pro. Et derrière, acceptation ou refus. La différence, par contre, sur le dispositif Transco,
c'est qu'on peut aller sur des actions de formation pouvant aller jusqu'à 2 ans de formation, contrairement au PTP qui est 1 an. Donc là, on peut monter sur des volumétries plus importantes et des budgets et des taux d'acceptation qui seront un peu plus élevés que le PTP classique. Voilà. Très bien, merci. Christine Bouvier, une question qui vous est destinée également, une question de Audrey qui est, alors elle dit qu'elle est disponible, c'est-à-dire qu'elle relève de Pôle emploi pour emprunter à nouveau votre formule de tout à l'heure. Elle s'interroge justement sur le concert d'évolution professionnelle. Relevant de Pôle emploi mais étant cadre, est-il préférable pour elle de s'adresser directement à l'APEC ou de consulter le Pôle emploi justement pour son conseil en évolution professionnelle? Alors, en fonction des régions, c'est vrai qu'on a aussi donc des partenariats avec le Pôle emploi. Donc, quelquefois, elle peut très bien demander aussi à son ou sa conseillère Pôle emploi qu'elle souhaite être accompagnée aussi par l'APEC, ou de toute manière, elle peut aussi prendre directement contact avec l'APEC. On essaie dans ces cas-là d'être dans une prestation qui s'articule avec son suivi à Pôle emploi. Donc, elle peut soit en parler de toute manière, en toute ouverture, elle peut très bien déjà le dire à son ou sa conseillère, et elle voit juste si c'est par Pôle emploi que le contact se prend ou si elle le prend directement. Mais en toute transparence, voilà, elle peut l'évoquer, mais elle peut avoir ces 2 accompagnements qui peuvent être très complémentaires. Merci. Alors une question pour conclure justement qui vous est adressée, Catherine. Pour vous, comment être heureux au travail? Donc c'est Stéphanie qui nous pose la question. Comment être au travail? Déjà, connaître ses propres indicateurs. Pour moi, je pense que l'indicateur, c'est avoir envie de se lever le matin et envie de contribuer et que ça ne nous demande pas plus d'efforts que ça. Parce que contrairement à ce qu'on croit, en fait, si on est vraiment dans sa zone de talent, le travail se fait de façon fluide et à condition de respecter évidemment des critères de physiologiques de base, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pas travailler H24 non plus et respecter des zones de repos. Normalement, on est, voilà, c'est un critère à respecter. Donc, dès l'instant qu'on commence, comme disait Christophe, à se lever, à aller au travail à reculons, à être morose, à plus rire de la journée ou plus sourire, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Donc, qu'est-ce qu'un travail qui nous rend heureux, en fait? C'est un travail, alors évidemment, on ne sait pas ce qui va nous réaliser, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui nous réalise dans l'absolu, même dans notre vie tout court, mais encore plus dans le travail. Mais c'est un travail, en fait, qui va nous permettre de nous réaliser. Alors, dans chaque travail, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, mais qu'il faut faire. Mais il faut qu'il y ait une balance positive entre ce qui nous produit comme émotion positive versus ce qui nous produit des émotions, des comportements négatifs. C'est-à-dire qu'il y ait plus de positif que de négatif. Est-ce que Un je peux juste me permettre de équilibre des rajouter? choses. Oui, allez-y Christophe. Je pense qu'il est vraiment important de se faire accompagner assez tôt dans une démarche parce que j'ai des connaissances autour de moi qui se sont déjà épuisées, qui ont semé plein de cailloux et du coup qui sont un peu désabusés et qui manquent d'énergie du coup maintenant et qui commencent, alors qu'elles sont vraiment très fatiguées, parce qu'elles ont envoyé beaucoup de demandes, elles ont tapé dans beaucoup de portes, mais il y a plein de portes dans lesquelles en fait il ne faut pas perdre son temps. Et c'est pour ça qu'il faut garder son énergie vitale pour aller tout de suite creuser le bon sillon. Voilà. Merci pour ces conseils. Alors, pour conclure, je vais vous inviter voilà, peut-être à nous délivrer un conseil ou ce qu'il faut retenir de cet échange qui était très intéressant. On a eu beaucoup de questions, malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les interrogations des internautes. On va les inviter justement à se rendre sur les différents stands du salon ou à vous consulter peut-être en direct. Voilà, si vous avez une petite formule, une petite maxime ou peut-être voilà, des préconisations, des conseils, qu'est-ce que ce serait? On va commencer par vous, Christophe. Merci. Tout d'abord, croire passionnément en soi et au miracle de la vie. Alors, c'est pas une conférence du Zen, c'est juste que on est soi-même partout, quoi, à la maison, et quand on n'est pas bien à la maison, au travail, on ramène toute l'agressivité à la maison. Donc, on est un tout unique, et donc il faut chercher, et c'est un travail difficile. La voie qui nous convient bien. Catherine? Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de chercher du travail. En fait,
il ne faut pas être dans la posture de chercher du travail. Je pense qu'il faut être dans la posture de comment je vais contribuer au monde, qu'est-ce que je peux apporter, c'est quoi mon unicité et qu'est-ce qui va me mettre en joie. Et dans ce cas, on va évidemment chercher du travail, mais pas chercher en attendant qu'on nous procure un travail dans lequel on va peut-être essayer de rentrer au chausse-pied. On va essayer de voir plutôt par rapport à nos talents propres, nos compétences, notre spécificité, notre unicité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de plus par rapport aux autres pour ce travail-là? Et donc, c'est une posture de l'intérieur vers l'extérieur. Si je vais chercher du travail où j'attends qu'on m'en procure, j'attends comme l'oisillon dans le nid de sa mère, de sa maman oiseau, qu'on me donne la béquée, mais ça ne marche pas bien en fait. Merci. Benjamin, et puis ensuite Christine, pour le mot de la fin. Eh bien, moi, ce que je peux dire simplement, c'est que pour parler notamment de ma structure Transition Pro, n'hésitez pas à vous tourner vers notre entité. On est présent sur le salon, mais également sur transitionpro.fr pour trouver les coordonnées sur votre territoire. On sera là pour vous aiguiller, même si vous avez un doute, un questionnement. On vous aiguillera vers les opérateurs compétents, on vous aiguillera vers le dispositif le plus adapté. Donc, surtout, ne pas hésiter. Vous dire que il y a un dispositif et plusieurs dispositifs qui permettent quand même une certaine sécurité et qui vous permettent de minimiser quelque part les risques, même s'ils ont été travaillés en amont. Voilà ce que je peux vous apporter. Puis merci à tous pour votre attention et votre écoute. Merci. Christine, enfin. Oui, moi j'ai envie de dire, voilà, soyez vous-même, réconciliez-vous avec vous-même. Je crois que c'est important d'être en résonance avec ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire et qui on est. Et par contre, ne pas rester seul dans cette période-là parce qu'il y a tellement de doutes, de questions, ça peut fuser dans tous les sens. On a l'impression qu'on ne va jamais arriver à s'en sortir. Donc, ne restez pas seul dans ces périodes. Sachez que beaucoup de personnes aussi se posent ces questions et sont dans des transitions professionnelles. Donc, c'est sain aussi de se poser des questions. C'est sain aussi de douter. Le tout, c'est de pas de rester seul dans ces moments-là. Et l'objectif, vraiment, c'est soyons nous-mêmes. Et souvent, je dis aux personnes comment on va arriver à vous réconcilier avec ce que vous avez envie. Voilà, un peu le mot de la fin. Merci beaucoup. Moi, je vais terminer par une citation latine qui est Beati Pobere Spiritus, c'est-à-dire bienheureux l'esprit simple. Se faire des nœuds au cerveau. Alors, je schématise, hein, mais c'est vrai que c'est important de se recentrer. Je pense que c'est ce qui est apparu en filigrane tout au long de ces échanges. Pardon. Merci infiniment, merci beaucoup pour vos interventions pertinentes et qui, j'espère, ont suscité des envies d'ailleurs, des projets de reconversion toujours voilà, dans la bienveillance et l'inspiration. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. 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 Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.